Mon grand-père, il était en mode, vas-y, on va sur la voie de chemin de fer, on va regarder s'il n'y a pas des bouts de charbon qui sont tombés du train. C'est comme ça qu'on chauffe la maison. C'est quand même, ouais, c'est notre époque, tu vois. Enfin, tous tes problèmes en comparaison, ils sont tout petits, tu vois. Et j'étais en train de travailler tranquillement, et ils viennent me voir et me disent Paul, il y a une enfant qui travaille dans notre ligne d'assemblage. J'arrive, je regarde, et là je commence un peu à... Et là j'ai vu un peu ma vie défiler, toi. J'ai vu l'article du Monde, Paul, du podcast à succès Le Trier, entre guillemets, 1200 abonnés. En plus de pas savoir articuler, il exploite les enfants, quoi. Connu pour ses propos controversés sur les autistes et les psychologues, il a récidivé. Putain, ça fait trop de dossiers, c'est sûr que ça va mal se passer. Paul, je vois sur le document que tu veux lancer un podcast OnlyFans. C'est pas exactement ça, mais ça se rapproche. Tu sais, il y a longtemps, un des premiers épisodes, c'était un peu raconter ce qu'on voulait obtenir de ce podcast, en fait, pourquoi on le faisait. Et un des aspects que je disais, c'était faire des rencontres, un peu des nouvelles opportunités. Tu t'y attends pas, tu veux pas le prévoir et ça arrive, toi. Ouais. Et j'ai eu une communication sur LinkedIn, communication classique. J'ai vu sur ton podcast, t'as un podcast, tu vis à Chiang Mai, ce serait bien qu'on collabore, toi. Je me préparais à ignorer parce que dès que quelqu'un dit on peut collaborer, t'es là, bon, bah, ça veut rien dire collaborer. Mais quand j'ai un peu regardé le profil, j'ai vu que lui, il avait justement un podcast à Chiang Mai. Je me dis, c'est un petit monde, il n'y a pas tant de monde qui a un podcast à Chiang Mai, c'est intéressant, je regarde ce qu'il fait. Ouais. Je vais sur son podcast, et en fait, ce qu'il fait, c'est une sorte de copie de ce qui se fait aux États-Unis, où en fait, c'est un podcast avec 2-3 mecs et 2-3 filles, 2-3 filles OnlyFans et 2-3 mecs qui se foutent de leur gueule, en gros. C'est moins ça, toi. Ouais. Et du coup, je me suis dit, attends, c'est quoi le business model? Parce qu'il fait pas tant de vues que ça, toi. Et pourtant, de ce qu'il racontait sur son podcast, il avait l'air de gagner pas mal, quoi. Et en fait, le business model, ce qui est fascinant, c'est que c'est l'affiliation OnlyFans, tout simplement, toi. Donc en fait, les mêmes mecs qui vont regarder ces vidéos pour se foutre de la gueule des filles vont aussi acheter leur abonnement OnlyFans derrière, quoi. Ce que je trouve assez intéressant. Et donc qui paye? Est-ce que OnlyFans te file une commission? Est-ce que c'est la fille qui paye pour être sur ce podcast? Je pense pour se faire insulter? C'est peut-être la fille qui doit payer, en fait, qui doit un pourcentage sur les commissions, enfin les abonnements qu'elle récupère, je pense. Hein. Je sais pas explorer le truc à fond. Mais après, ce qui est en plus marrant, c'est que tu sens que le mec, de base, c'est un mec plutôt bienveillant, sympa, tu vois. Ouais. Donc des fois la fille elle va parler et elle va répondre de manière vraiment curieuse, toi, bienveillante, toi. On va dire ah merde non. Putain il se rappelle, oh non je suis censé être méchant quoi. Et donc ouais, t'as tout ce que tu mérites, tu galères à trouver un mec, bah c'est ta faute, fallait réfléchir à tes choix, tu vois, il revient là-dedans. Donc voilà, si ce podcast-là fonctionne pas, on a une alternative potentielle qui peut non mais marcher. du coup on collabore pas avec lui tous, ça a l'air vachement intéressant. Bah en fait je sais pas ce qu'il veut dire avec collaboration, donc je peux lui demander parce que est-ce qu'il pense que je suis un modèle OnlyFans? Qu'est-ce qui s'est passé là, tu vois? Est-ce qu'il pense que je vais me foutre de leur gueule? Tu vas te foutre de leur gueule, ouais. Bah je sais pas. Non, je pensais que peut-être lui il pouvait venir ici et nous insulter nous, tu vois à la place. C'est ça, c'est l'expérience, tu payes pour ça. Et on met notre lien OnlyFans pour récupérer là, voilà, tu montes un petit OnlyFans à côté. Mais toi tu penses quoi justement de ce phénomène-là en fait? Que ce soit OnlyFans et ensuite les podcasts parce qu'en fait c'est un peu le truc, c'est les invités des filles de 19 ans, ils se foutent de leur gueule, tu sais pas trop pourquoi quoi, tu sais pas jusqu'où ça va, et du coup l'idée qu'en plus c'est les mêmes personnes qui regardent ces podcasts et qui ensuite achètent des abonnements, je trouve ça assez fascinant, tu vois. Est-ce que psychologiquement t'es vachement là-dedans, tu penses c'est quoi le mécanisme qui fait que c'est la même population quoi? À mon avis le mécanisme c'est que il y a certains mecs qui ont ce truc de, tu vois, ils se sentent inférieurs aux femmes, ils ont l'impression que les femmes elles les piétinent et tout. Et en fait, ils ont envie de prendre leur revanche et au contraire de eux être le mec qui, tu vois, piétine sur les autres et tout. Mais en fait, un mec comme ça, il va en boîte de nuit, il essaye d'être supérieur à une meuf super belle et tout. Enfin, il va se faire jarter et ça va jamais marcher, tu vois. Donc, en fait, il utilise un mec comme Andrew Tate ou machin pour être un peu son proxy qui va rabaisser. Et après, à mon avis, tu sais, le truc de OnlyFans, je pense que c'est assez particulier comme psychologie. Et je pense qu'en fait, le fait de payer... Les gens, c'est un peu comme... j'ai fait toute la vidéo sur les michtos, tu vois. Et en fait, les gens ils disent, ouais, ok, donc les michtos, elles manipulent des mecs. Et donc, du coup, les mecs, ils s'en rendent pas compte. En fait, je pense que les mecs, ils s'en rendent compte et ils aiment, en fait, le truc d'être, elles dépendent de moi. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches sur les michtos... Tu penses que c'est ça? Parce que moi, j'aurais pensé que c'était l'inverse. Plutôt, justement, je suis un peu son esclave, quoi. Je lui donne de la thune... Non, en gros, sur les michtos, je faisais des recherches et je regardais un peu s'il y avait des vidéos qui étaient sorties avec ce mot-clé et tout, et s'il y avait un truc. Et donc, je tombais sur un short qui venait de Sans Permission, où en gros, t'as Yomi qui fait il y a des gens qui disent que si tu payes pour ta meuf, t'es un pigeon. Et Oussama, il était non, mais moi, je suis très très content de payer parce que du coup, tu vois, je préfère qu'elle m'aime pour mon argent pour lequel elle travaillait plutôt que pour mon physique, tu vois, qui est un truc génétique. Et je pense qu'il y a cet élément de dire
j'utilise mon argent pour un peu dominer une femme, en fait. Sur le truc michto, et qu'en fait c'est un peu le jeu qu'elle crée dans les michtos, et je pense que OnlyFans c'est le même truc mais à beaucoup plus petite échelle. Si t'as pas la thune en fait de dominer une femme par l'argent, tu peux dire ok je vais payer un peu d'argent sur OnlyFans et avoir l'impression qu'elle fait des trucs pour moi, qu'elle m'envoie des photos, qu'elle m'envoie des machins, et je pense que c'est ce mécanisme de domination qui fait le lien entre le podcast masculiniste et OnlyFans. D'accord. Tu vois, en termes de psychologie par rapport aux femmes, et je pense vraiment qu'il y a ce truc, tu vois, mais c'est tout le mécanisme Red Pill. Le mécanisme Red Pill c'est un peu un truc de quand j'étais au lycée, toutes les filles m'ont ignoré. Aujourd'hui, tu vois, j'ai pas un job incroyable. J'ai l'impression d'être pas assez beau, pas assez grand, pas avoir la bonne structure osseuse, pas avoir la bonne mâchoire, machin, et pas gagner assez d'argent. Donc, du coup, d'être ignoré, tu vois. Et c'est un peu cette espèce de revanche. Et paradoxalement, tu peux exploiter les gens, en fait, et gagner plein d'argent sur leur dos. Et en fait, sur ce mécanisme-là, quoi. Donc, nous, on le fera pas, mais voilà, si, encore une fois, pour les rascals, les rascals, on sait toujours pas. C'est peut-être un truc à faire, un truc à voir. Et du coup, mais ce mec, il fait un podcast, il est à Chiang Mai, où est-ce qu'il trouve il y a beaucoup de modèles OnlyFans à Chiang Mai, ou c'est pour faire quelques podcasts. Par contre, je vais pas être méchant sur le physique, tu vois. Mais tu sens que le niveau est pas, toi, ils sont pas à Miami ou à Los Angeles, quoi. C'est, il prend les modèles qu'il peut, quoi. C'est voilà, normal. Mais il le fait en anglais, du coup. Il le fait en anglais. Ok, ça s'explique. Ouais, je pense que c'est un anglais ou un américain, c'est pas. Ok. Du coup, mais c'est pour ça qu'on peut pas l'avoir sur le podcast. Moi, j'avais bugué, je pensais qu'il pouvait venir. Et c'est pour ça que je comprends pas comment il m'a trouvé. Je pense qu'il y a je sais pas comment il nous a trouvé, mais. Donc du coup il doit pas y avoir beaucoup de podcasteurs. C'est ça. Il s'est dit putain je suis vraiment seul. Et parce que je crois aussi, à mon avis, ce qu'il propose c'est peut-être nous aider à faire grossir le podcast. Je sais pas. Je demanderai. Je vous posterai l'update la semaine prochaine sur ce qu'on peut vraiment faire avec ce podcast. Il a raison que en termes de stratégie de croissance, tu vois, peut-être qu'avoir des filles dénudées sur le podcast ça aide, tu vois, par rapport à nous. Bah après, il fait pas beaucoup. Je pense qu'il fait moins de vues que nous, quoi. Donc c'est triste. Hein. Même avec des filles dénudées, il galère, quoi. C'est un peu la loose, quoi. Ouais. Donc le programme aujourd'hui, on avait un autre business pour personnes sans éthique, mais je pense qu'on vient de le faire. Les niches improbables sur YouTube qui rapportent $100 000 par an. L'arnaque de la CIA. L'arnaque de la CIA, je l'ai pas dit de manière assez dramatique. Faire travailler les enfants, est-ce que c'est surcoté ou sous-coté? Moi, je kiffe tourner tout sur côté. Ça fonctionne partout. C'est une très bonne idée. Avec un invité, tu sais, un espèce de mec avec un haut de forme des années 1900, tu vois, qui a une usine où il fait travailler les mecs. Le débat. Le débat. Pour ou contre le travail des enfants? T'imagines à la télé. Les niches improbables sur YouTube, j'en ai quelques-unes. Il y a un gars de mon équipe qui m'a envoyé un lien. C'est sur le site Starter Story, ils ont fait une interview d'un gars qui fait une chaîne de musique. Donc c'est un peu comme la chaîne Lofi, la musique que tu mets quand tu travailles, mais c'est pour les clébards, c'est pour les chiens. Relax My Dog, Relaxing Music for Dogs. Et à l'origine, sur l'étude de cas, il y a marqué 10 millions par an sur ce business. Je dis, oh, 10 millions par an avec de la musique pour les chiens et tout, incroyable. Je suis revenu aujourd'hui, il y a marqué que 1 million par an. Je pense que c'est une faute de frappe, mais 1 million par an, ça reste quand même pas mal. Et pour le coup, 1 million par an, ça check par rapport aux chiffres. Donc c'est une chaîne qui poste des longues vidéos de musique pour les chiens. Alors maintenant, tu vas te demander qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui fait cette musique pour les chiens. Est-ce que tu penses que finalement le CPM ne doit pas être assez élevé? Parce que je pense que les gens qui sont prêts à payer, à utiliser la musique pour leurs chiens, ils font partie d'une CSP+, toi. Exactement. Je pense qu'il y a un truc corrélé là-dessus. Et les chiens, ils skippent pas les pubs. Excellent. Une fois que t'es en autoplay, ils regardent tous les pubs jusqu'au bout. Par contre, le click-through rate doit être dégueulasse, quoi. Je sais pas. Une fois, en fait, ils le mettent en autoplay. Donc la psychologie du truc, c'est en gros la musique pour les chiens. Qu'est-ce qui fait qu'une musique, c'est une musique pour les chiens? À mon avis, c'est de la random musique, un peu d'ambiance, etc. Mais si tu regardes sur Reddit, les gens ils disent ah ouais, quand je pars, je mets toujours la musique pour mes chiens en fait. Donc en fait, t'as un watch time de 8 heures, tu vois, toute la journée, ça tourne. Donc t'as des vues qui sont énormes sur la chaîne avec des vidéos qui font des dizaines de millions de vues. La chaîne a 2 millions d'abonnés, à 760 millions de vues au total. Actuellement, elle fait environ 8 millions de vues par mois. Donc ça serait juste en AdSense du $25 000 et tout. Et potentiellement beaucoup plus. Parce que comme justement, il y a un watch time qui est énorme, si en fait il y a une vidéo qui dure 3 heures, il y a beaucoup plus de pubs. Et potentiellement, tu vois, c'est 25, c'est peut-être du 50-60 000 $ par mois juste en postant des musiques pour les chiens. T'imagines les dizaines de millions par an qui sont gaspillés en pub sur des vidéos c'est sur les chiens. Totalement inutile, quoi. Et ouais, ils sont en 2023, à un moment donné, ils sont montés jusqu'à 67 millions de vues par mois. Ils ont un peu redescendu, peut-être qu'il y a plus de concurrence.
ils ont popé, et sur 67 millions de vues par mois, ils font au moins du 200 000 $. On mettra le graphe, il y a une grosse différence. Ils ont popé puis descendu. Ils ont popé très vite du jour au lendemain, donc c'est drôle parce que du coup, la chaîne est devenue ultra virale. Genre en 2 mois, elle est passée sur le graphe 1 million de vues à 60 millions de vues. Après, c'est un peu redescendu, c'est remonté, et après, c'est un peu redescendu. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû remarquer quand ça a popé, il y a de la concurrence qui a monté. Parce que du coup, c'est que des keywords, c'est musique pour chien et tout. Mais ça reste, tu vois, voilà, même maintenant que ça a redescendu, du 25 000 $. Ils le mettent sur Spotify, donc je pense qu'il y a aussi du revenu qui vient directement de Spotify. Là, pour le coup, il n'y a pas de pub, mais il y a un revenu cher. Et sur Spotify, les trucs comme ça marche bien parce que c'est vraiment sur la durée. La durée, ok. Je sais pas. Donc, sur Spotify, il y a même des albums de bruit blanc, tu vois, qui font des dizaines de milliers de dollars par mois. Parce que en fait, les gens cherchent du bruit blanc, ils écoutent ça, et en fait, c'est compté comme de la musique, quoi. Et forcément, une fois qu'une personne écoute du bruit blanc, il l'écoute pendant genre 2 heures. Donc, en concurrence, tu as des petites musiques de 3 minutes, ça permet d'augmenter le payout. Mais je ne saurais pas sur Spotify comment l'estimer par rapport à ça. Sur YouTube, c'est assez facile. Ils ont aussi un truc qui est assez bizarre, c'est qu'ils ont leur propre site où tu payes un abonnement de genre 5 $ par mois ou 42 $ par an pour avoir les musiques sans pub. Je ne comprends pas trop le principe ou s'il y a vraiment des gens qui prennent ça. Parce que si tu veux les musiques sans pub, tu peux aller sur YouTube Premium. Sauf vraiment si tu dis, si le seul truc que tu fais sur YouTube, c'est ton chien, c'est moins cher que YouTube Premium. Mais bon. C'est assez bizarre. Ce qui est drôle, c'est que c'est un marché impropre. C'est vraiment une niche auquel tu ne penserais pas, mais qui fait des dizaines de millions de vues. Et si tu regardes sur Reddit, les gens discutent de la meilleure chose. Il y a une personne qui dit ok, moi je mets de la musique classique. Moi je mets il y en a qui disent des émissions de cuisine. Pourquoi ils kiffent les émissions de cuisine, mais les animaux. Après, je pense que tu peux aussi justifier ça à un certain nombre de hertz. 111 hertz, c'est parfait pour les chiens. Je pense que tu peux aussi mettre un peu d'un côté scientifique derrière. Et ils disent, tu vois, les chiens, ils aiment bien quand il y a quelqu'un qui parle. Il y en a qui disent, ils aiment bien quand c'est de la musique classique. Il y a vraiment, les gens ont des opinions là-dessus, sur la meilleure musique que leurs animaux vont aimer pendant qu'ils sont pas là. Et je pense qu'ils se sentent un peu coupables. Ouais, c'est ça ce que tu dis. La justification, c'est justement, ils laissent leur chien tout seul toute la journée parce qu'ils partent au boulot. Et c'est pour un peu compenser ça, en fait. Exactement. Intéressant, ouais. Exactement. Ils sont un peu coupables, ils mettent ça. Et après, le chien, il regarde pendant super longtemps. Du coup, il regarde ou il écoute? Non, il regarde aussi. Il y a des visuels un peu, genre de la nature, des machins, tu vois. Mais c'est surtout de la musique. C'est pitché comme de la musique relaxing pour les chiens, je pense. Il y a des visuels vite faits, tu vois, mais c'est un peu comme sur les musiques d'ambiance. Mais nous, tu sais qu'on a un produit qu'on va bientôt vendre, c'est du CBD pour chiens. Ok. Donc c'est un vrai truc aussi où c'est un marché qui explose. Ah ouais, intéressant. Pour relaxer les chiens. Le problème qu'il y a, ça devient un peu problématique, c'est qu'en fait, il y a moins de régulation forcément pour les chiens que pour les humains. Et la chose principale dont les gens se plaignent, c'est que la dose n'est pas assez forte, tu vois. Et en gros, parce qu'il y a des gens, en fait, t'as l'impression que certains, c'est genre leur chien il aboie, ils veulent plus qu'il aboie, donc ils veulent genre tu le shootes, quoi. Et là, oui, mais c'est pas le but, on veut pas le défoncer, toi. C'est juste le calmer, un peu le relaxer, toi. S'il y a un peu de douleur, toi, qui sent moins la douleur. Et donc, je pense qu'il va y avoir ces sortes d'escalade qui va se créer, où les doses vont faire qu'augmenter. Ouais. Mais nous, on est resté sur une dose normale, donc on va voir comment ça se passe. Mais c'est tout un marché. De toute façon, tout ce qui a trait, c'est un énorme mouvement. Les gens ont moins d'enfants, ont plus d'animaux de compagnie. Tous ces revenus qu'ils dépensent sur les enfants, ils les mettent sur les animaux de compagnie. C'est un truc qui va encore grossir. Et c'est comme les vitamines pour chien, en fait. Le chien, il peut pas te dire si ça marche, ça marche pas. C'est comme là, tu vois, comment ils savent que leur chien, il préfère tel ou tel truc, telle musique. Ils savent pas, mais c'est l'impression de deviner. Et finalement, ça peut faire des clients assez fidèles. Donc, la version enfant de ça, j'ai trouvé l'autre jour une chaîne où les mecs, ils se posent à la sortie d'une zone portuaire. Je crois que c'est au Danemark. D'accord. Et ils filment les camions. Et c'est juste une vidéo où ils filment les camions qui sortent de la zone portuaire. Et ça fait des millions de vues, en fait. Et qui regardent ça, c'est l'équivalent, mais pour les petits garçons. Ouais. Les petits garçons de 1 an qui veulent regarder des camions. Et ils se posent, ils regardent des camions passer. Moi, c'était les avions. Mon fils, il aimait tout ce qui était avion qui atterrissait, décollait. Et pareil, tu pouvais mettre 3 heures et regarder ça sans problème. Ouais. Donc il y a des niches incroyables là-dessus. Pour les enfants un peu plus grands, on en parlait l'autre jour tous les deux. C'est la niche de... les enfants, un peu plus grands, ils aiment regarder des dessins animés, etc. Créer un dessin animé, ça coûte cher. Il y a aussi un truc où ces enfants-là, ils sont fans de Frozen, ils sont fans de Peppa Pig, de Paw Patrol, etc. Donc, ils ont leurs personnages principaux préférés. Mais toi, tu es un entrepreneur, tu n'as pas les droits pour les personnages Disney. Donc, la manière de contourner le copyright qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils prennent les jouets et en fait, ils jouent aux jouets en les faisant parler, comme si c'était un petit film et ils font bouger les personnages et tout. Ce que ça leur permet de faire, c'est de faire des crossovers incroyables en mode Peppa Pig rencontre Bluey et après, ils vont rencontrer Jasmine et Aladdin et machin. Et je pense que du coup, vu que tu as le jouet, c'est un loophole total et il n'y a pas de problème de copyright. Et ça, pour le coup, ça fait des vues énormes. Une niche auquel tu n'aurais pas pensé.
Une autre, là pour le coup, c'est beaucoup... Relativement lié, mais je pense que ça peut être intéressant pour les gens de savoir aussi, c'est qu'il y a certains personnages Disney qui sont dans le domaine public maintenant. Mickey surtout. T'as Mickey, mais le vieux Mickey un peu moche, un peu chelou, le Willy Boat Mickey, tu vois. T'as Mickey, t'as Peter Pan, t'as Tingle Bell, enfin, comment s'appelle la fée Clochette. La fée Clochette. Et, je savais pas que fée Clochette c'était dans le domaine public. Si, Winnie the Pooh. Donc Winnie l'ourson, ouais. Ça y est, il y en a un autre qui est assez important que j'ai oublié. Ah, c'est pour ça qu'il y a un film d'horreur Winnie l'ourson qui est sorti cette année. Bah c'est peut-être pour ça, parce que maintenant c'est bon. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en fait il y a beaucoup de personnages qui ont été créés encore 10 ans après. Là on a la première vague, je me demande si c'est pas 100 ans, je suis pas sûr, 99 ans, un truc comme ça. Mais là dans les 10 années qui vont arriver, il y en a plein qui vont sortir. Donc ça va offrir des opportunités de business de traquer quand est-ce que, j'en sais rien, je pense pas, mais Batman va devenir public. Boum, t'as un énorme business potentiellement. Et dans ce cas-là, tu peux utiliser tout le visuel du personnage. Ouais. C'est pas genre le concept de Peter Pan parce qu'il y avait eu un livre avant, c'est genre... Non, c'est là tu peux prendre le visuel directement. Ouais, ok. Mais du coup, si Mickey il a été mis à jour, ils peuvent utiliser que le vieux Mickey. C'est ça. Et je pense qu'ils vont beaucoup jouer là-dessus. Et après, à quel point... je sais pas s'ils ont une stratégie long terme justement pour gérer ça. Bah, normalement, leur stratégie long terme, c'est qu'à chaque fois que Mickey il allait expirer, ils faisaient pression sur le congrès américain pour monter la limite en fait. C'est vrai qu'ils vont peut-être encore essayer. De le faire. Parce que pour l'instant, perdre le vieux Mickey, on s'en fout un peu. Peter Pan, c'est pas grave. Et effectivement, quand tu as tous les gros personnages de tous les films Disney des années 30, 40, 50, 60, ça va être beaucoup plus violent, je pense. Et puis tous les super-héros, ça date de des années 40 en plus. Ouais. Genre Superman. Donc c'est ça, donc pour l'instant, 15 ans, ils vont devenir publics. Incroyable. Ok. Je me demande, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sortent, parce qu'ils sortent beaucoup de nouveaux super-héros aussi. Toi, qui sont plus récents, je pense, des comics des années 70, 80. Et peut-être justement, ça leur rajoute encore 30, 40 ans où ils vont être tranquilles, ils vont pouvoir faire masse film et que personne ne vienne les faire chier. Autre chaîne que j'avais découvert à l'époque de ma vidéo sur Tesla, il y a une chaîne qui s'appelle Wham Bam Tesla Cam. Ils utilisent les caméras de la Tesla et ils postent les vidéos des crashs et tout. Ça fait entre 5 et 10 millions de vues par mois, donc 20-25 000 $, on va dire. Au total, ils ont quasiment 1 million d'abonnés. Ils sont montés jusqu'à 113 millions de vues, tu vois. Donc il y a un mois où ils ont fait genre 1,5 million de $, avec cette chaîne. Et ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont à chaque fois un appel à l'action et c'est envoyer votre vidéo. Donc si vous avez eu un crash, envoyez votre vidéo. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est ils ont juste une chaîne, les gens leur envoient des vidéos, eux ils uploadent les vidéos, ils n'ont aucun problème de copyright puisque c'est des vidéos qui appartiennent à la personne et ils font des millions de vues dessus et ils gagnent de l'argent et je trouve ça assez génial comme business model. Exactement pareil pour les crashs de moto, c'est très très populaire aussi et c'est exactement le même système, ça envoie une nouvelle vidéo et donc les plus grosses chaînes, plus c'est un cercle vertueux, plus t'es la grosse chaîne, plus les gens veulent apparaître dessus et en fait tu accapares toutes les nouvelles vidéos qui sortent et je pense que c'est un business assez, avec mine de rien un petit peu une petite barrière à l'entrée quoi. Parce que je pense que tu dois pouvoir de ton côté ensuite copyright les vidéos que tu utilises potentiellement, je sais pas comment ça marche mais copyright non, mais les gens ne pourront pas les reposter parce qu'en fait on te dira la vidéo d'origine a été postée là, donc on va t'avertir et tu peux bloquer la vidéo qui a été repostée et après la personne peut contester en disant mais à qui appartient vraiment le copyright. Le truc c'est que la personne qui l'a reposté, le copyright il appartient pas à lui, donc par défaut il appartient à la première personne qui l'a mis en ligne, tu vois. Sauf si la personne d'origine qui a fait la vidéo voulait contester, mais a priori quand ils envoient à mon avis dans le formulaire ils mettent cliquer une case en disant j'accepte que ma vidéo apparaisse sur cette chaîne et tout, donc à mon avis ils sont clean là-dessus et je pense que tous les trucs où il va y avoir des tendances, des éléments un peu spectaculaires, tu peux te positionner là-dessus et juste je pense qu'il y a l'aspect spectaculaire, ce truc de caméra cachée quand on était gamin je pense là il y a l'aspect spectaculaire d'être en ligne et surtout pour les vidéos de moto tu as aussi l'aspect quel abruti, moi j'aurais jamais fait ça toi. Ou est-ce que tu aurais fait différemment pour éviter. Parce que souvent un mec qui se plante un peu tout seul, tu vois, comme un connard. Donc il y a aussi cet aspect de se sentir un peu supérieur, je suis un meilleur motard que le mec dans la vidéo quoi. Et j'aurais fait ça et après tu vas dans les commentaires, tu vois ouais j'aurais fait ça, mais non c'est pas si évident. Il y avait peut-être une tache d'huile, non il y avait pas d'huile, c'est juste lui. Et donc tu as les gens qui se disputent comme ça en commentaire et je pense que c'est aussi un autre attrait de genre de vidéo. En parlant de se sentir supérieur, j'ai une section qui va s'appeler la section arnaque. Ok vas-y. Donc sur ma chaîne, au départ, je faisais pas mal de vidéos sur des arnaques. J'ai fait Loulou de Wall Street, Better Call Saul et tout. Et ce que je trouve intéressant sur les arnaques, c'est que c'est une illustration assez pure de la psychologie humaine, parce qu'il n'y a rien derrière. Si tu analyses un produit, il y a le truc, ok, c'est un bon produit, ça répond à un besoin, il y a aussi l'aspect marketing. Les arnaques, c'est un peu juste du pur marketing, mais derrière, il n'y a rien derrière. Ce que je trouve assez intéressant, c'est pour ça que j'aime bien, c'est réfléchir à en fait comment ça marche, quels sont les mécanismes et pourquoi est-ce que ça fonctionne. Et ça apprend pas mal de choses sur la manière dont les gens réfléchissent. Donc c'est l'histoire d'une arnaque où ils ont convaincu une femme de mettre 50 000 $ dans une boîte à chaussures et de le donner à un mec dans une voiture. Et le mec est parti avec. Ok, vas-y, explique, parce que là, c'est un peu... Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique qu'a priori, c'est pas une personne qui est susceptible à ce genre d'arnaque. C'est une personne éduquée, tu vois, une femme, elle est mariée, elle a des enfants et tout. Elle écrit une colonne hebdomadaire dans la section business du New York Times. Okay. Et elle a depuis 7 ans, elle écrit
un article sur la finance personnelle et tout. C'est un peu une experte de la finance personnelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un jour, elle est chez elle et elle reçoit un coup de téléphone du service client de Amazon qui dit voilà, on veut juste faire une vérification. Est-ce que récemment, sur votre compte, vous avez acheté $8 000 de MacBook et d'iPad? Elle fait non, pas du tout, etc. Enfin, il y a peut-être un problème parce que je vois que vous avez 3 comptes différents, il y a des comptes business, des machins. Mais non, j'ai pas de compte business. Ah, probablement, on a volé votre identité. Donc, il va falloir faire quelque chose. Je vais vous transférer à la FTC, donc l'agence de régulation sur les consommateurs aux États-Unis. Elle est transmise à la FTC. Le mec fait ok, très bien, voilà. Je vais vous donner mon numéro de badge, voilà le numéro de téléphone si vous avez besoin de me rappeler. Est-ce que vous êtes bien cette personne? Et le mec sait son numéro de sécurité sociale, son adresse, son anniversaire, il sait des trucs sur elle, il l'a dans la base de données, etc. Et là, il dit bon, bah, du coup, on a un gros problème. Donc voilà ce qu'il lui dit. Et c'est la section, il va la faire flipper. Et lui dit il m'a dit que 22 comptes bancaires, 9 véhicules et 4 propriétés étaient enregistrés à mon nom. Les comptes bancaires avaient transféré plus de 3 millions de dollars à l'étranger, principalement en Jamaïque et en Irak. Après, il m'a envoyé par SMS une photo de sa pièce d'identité qu'il prétendait avoir trouvée dans une voiture louée à mon nom, donc la pièce d'identité d'une random coréenne, abandonnée à la frontière sud du Texas, avec du sang et des drogues dans le coffre. Une maison au Nouveau-Mexique affiliée à la location de la voiture avait ensuite été perquisitionnée et les autorités y avaient trouvé plus de drogue, de l'argent liquide et des relevés bancaires enregistrés à mon nom et à mon numéro de sécurité sociale. Il m'a dit qu'il y avait des mandats d'arrêt contre moi dans le Maryland et au Texas, que j'étais accusé de cybercriminalité, de blanchiment d'argent. C'est le mec de la FTC qui lui dit ça? Le mec de la FTC. Le mec de la FTC lui dit ok, quelqu'un a volé ton identité. Ouais, mais déjà, la FTC, il est pas en charge de toi. Il y a un moment, ça passe au-dessus de la FTC, toi. C'est comme. C'est quoi l'équivalent? C'est. T'inquiète pas, on va arriver. UFC que choisir, c'est quoi l'équivalent? On va arriver au-dessus de la FTC. Non, non, UFC que choisir, c'est un truc. Oui, c'est officiel. C'est officiel. La FTC, c'est la DG, la Direction de répression des fraudes, la DGCCRF. Ok. Ok, moi je pensais que c'était. Non, la FTC, c'est eux qui régulent pas mal de produits. Donc il lui dit ok, la merde, t'as eu ton identité qui a été volée, je vais te transférer, voilà, mais je vais te transférer à quelqu'un. Il transfère à quelqu'un. Le mec il transfère et c'est la CIA. Il transfère à la CIA, donc elle monte en grade. Et le mec il fait ok, t'inquiète pas, je vais t'aider. On va te mettre en sécurité, mais attends, c'est important que tu dises à personne ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que tu pourrais être sous surveillance. Là, on parle de criminels extrêmement organisés qui ont utilisé ton identité, qui pourraient te surveiller. Maintenant, ils sont potentiellement en train de te regarder. Ils ont peut-être espionné ton téléphone et tout. Ne dis rien à personne, tu pourrais incriminer. Si tu envoies un message à ton mari ou à ton frère ou à ton père, tu vois, il pourrait être rentré dans le complot, ça pourrait poser un problème. Ou alors, il pourrait avoir des soucis judiciaires parce qu'il serait du coup tu vois, complice de ce qui est en train de se passer. Donc, il dit, ok, ne dis rien à personne. Et elle dit, si c'était une arnaque, je ne pouvais pas avoir l'angle. Je pensais que c'était une erreur, mais en fait, personne ne m'avait rien dit de faire jusqu'ici. Donc, petit à petit, on l'a fait monter, on l'a fait flipper. Et, donc là, en fait, elle ne voyait pas de motif. Elle voyait s'il n'y a pas de motif, c'est que... Ouais. Et donc, du coup, elle pose des bonnes questions. Donc là, elle n'est pas débile, elle pose des bonnes questions. Elle dit, mais comment je peux savoir que c'est vraiment toi? Il dit, ok, va sur le site de la FTC, check le numéro de téléphone, et moi, je vais te rappeler par ce numéro de téléphone. Et elle dit, mais comment est-ce que je sais que c'est pas un fake, que tu peux pas appeler sur le numéro? Et le mec répond, c'est un numéro de téléphone du gouvernement, il peut pas être spoofed, il peut pas être faked. Et j'ai essayé de chercher sur Google, mais Michael a été déjà parti sur son point suivant. Michael, c'est le mec de la CIA. Et il me dit que, voilà, Et en fait, il répond pas vraiment à ces questions. Mais à chaque fois, il arrive un peu à l'entourlouper. Et ça va être, pour moi, une des erreurs massives qu'elle fait, en fait. C'est juste de ne pas follow-up sur les questions. Et elle dit même que quand il dit c'est un numéro du gouvernement, elle écrit, il est presque outré, tu vois. Parce que comme si elle avait posé une question un peu... ouais, que c'est évident en fait. Tu vois, et en fait, elle n'ose pas. Ouais, elle n'ose pas être têtue, elle n'ose pas être conne, elle n'ose pas dire da, tu vois. Un peu biais d'autorité et se dire Et une fois quelqu'un dit mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, elle n'ose pas pousser. Elle essaye de chercher sur Google, tu vois, mais en fait, qu'est-ce que Google va te dire? Est-ce qu'un numéro du gouvernement peut être piégé? Peut-être, peut-être pas. Donc après, il lui dit, voilà, il y a des crimes majeurs qui ont été commis sous ton nom, il ne faut pas parler à ton mari. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, tous tes comptes bancaires vont être freeze par la CIA parce que c'est connecté à du blanchiment d'argent et du terrorisme, etc. Donc on va freezer tous tes comptes bancaires. Et donc du coup, tu pourras plus vivre, tu n'auras plus d'argent et tout. Ce que je peux faire pour t'aider, c'est que tu vas aller à la banque maintenant, avant qu'on freeze les comptes bancaires, et tu vas retirer 50 000 $ en cash qui vont te permettre de vivre pendant 1 an. Mais si tu dépenses cet argent que tu as retiré en cash, c'est l'argent qui est suspect. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu donnes l'argent à la CIA et la CIA va te redonner un chèque
que tu pourras récupérer en cash et cet argent-là, il sera clean parce qu'il sera passé par la CIA. Je pense que c'est déjà le stade où elle est bien stressée et elle réfléchit plus trop parce que là, ça commence à devenir un peu... Et donc, elle le fait. Elle va à la banque. Incroyable. Le mec, il dit, OK, laisse-moi sur speakerphone. Donc, elle a le speakerphone tout le temps. Le mec, il la lâche pas. Elle va à la banque, elle récupère $50 000. Il dit, OK, il y a mon... Et c'est elle qui écrit l'article ? Celle qui écrit l'article. OK. Il y a une voiture qui va venir. Une voiture noire avec des vitres teintées. Tu vas mettre l'argent derrière et hop, il va partir et tout. Et encore une fois, elle pose des questions. Elle dit, ouais, mais du coup, lui, il lui a montré son badge. Il lui a envoyé une photo du badge. À un moment donné, elle dit, je crois pas que tu es à la CIA, donne-moi ton badge. Et il lui donne son badge. Mais après, en fait, elle sait pas comment vérifier si le badge il est vrai ou faux. Et elle dit, du coup, ton collègue, je vais pas donner $50 000 à une voiture random. Il faut qu'il prouve qu'il est à la CIA. Et lui, pareil, il refait la même technique. Il fait, mais non, mais il est sous couverture. Les agents sous couverture n'ont pas de badge avec eux, etc. Donc la voiture arrive. Elle lui donne l'argent. Et ça part. Et après ça, elle a un moment de décompression et elle se rend compte, en fait, et du coup, ils appellent la police, etc. Mais l'argent est parti, évidemment, elle ne le reverra jamais. Et donc, les takeaways que j'ai, c'est sur cette séquence d'événements. Le premier, c'est, je pense, intéressant de voir à quel point une personne qui est en fait intelligente peut être vachement susceptible. Et je pense que c'est un peu comme l'hypnose, en fait. Genre, sur l'hypnose, il y a certaines personnes qui sont susceptibles à l'hypnose et d'autres non. Et quand ils vont faire, tu vois, un show d'hypnose et qu'ils vont prendre un mec qui va se prendre pour un poulet et tout. En fait, c'est parce qu'il y a genre une foule de 200 personnes et le gars, c'est son job, l'hypnotiseur, il sait identifier en fait les gens qui sont les plus susceptibles. Et souvent, en fait, il va faire monter sur scène genre 10 personnes qui sont susceptibles, il va en éliminer et il va garder juste un. En fait, tout le monde n'est pas susceptible de la même manière, mais certaines personnes sont susceptibles et c'est comment est-ce qu'ils identifient. Là, évidemment, on ne sait pas comment est-ce qu'elle a été identifiée, mais clairement, elle était susceptible, tu vois. Parce qu'à un moment donné, tu dis la CIA, etc. Même en fait, à un moment donné, tu bugs et tu fais qu'est-ce qui se passe. En fait, tu vois, tu shut down. En fait, elle shut down pas et elle s'accroche. Et je pense que la raison pour laquelle elle s'accroche, c'est qu'en fait, on lui fait vachement flipper et eux, ils se positionnent comme étant la solution, en fait. Donc plutôt qu'aller voir une personne... Il en parle beaucoup, mais je pense qu'il y a beaucoup d'urgence aussi. Il faut agir maintenant, il faut y aller maintenant. Je pense que c'est un gros truc aussi de... Parce que tes comptes vont être frisés, parce que du coup, en ce moment même, les criminels ont son identité, ils vont pouvoir faire plein de trucs avec, tu vois. Donc il y a un élément d'urgence, il y a un élément, en fait, on la laisse jamais raccrocher le téléphone. Et ça, je pense que c'est un peu comme les interrogations de police. Elle peut jamais s'arrêter. Ouais. Ça fait 6-8 heures, tu vois, qu'elle est au téléphone non-stop avec ses gens, qui les envoient. Son cerveau peut pas être en monologue, en fait. Elle est toujours avec quelqu'un. Et du coup, tu vois, au bon moment, elle est épuisée, elle veut juste que le truc il se termine, quoi. Elle veut sortir de la situation. On lui fait extrêmement peur, on se positionne comme étant la solution plutôt qu'essayer de la menacer directement. On dit quelqu'un d'autre te menace par là-bas. Moi, je suis la seule personne qui est de ton côté. Et il n'y a que moi qui peux te protéger, il n'y a que moi qui peux s'assurer que ton fils, tu vois, il va avoir de quoi manger, etc. Et qui peut te dire quoi faire. Il y a le truc vraiment incrémental où en fait, tu vois, si la personne t'appelle et fait bonjour, c'est la CIA, tu vas dire qu'est-ce que la CIA fait. Voilà, c'est l'escalier en fait. Et le fait que c'est Amazon qui t'appelle pour te dire ah tiens, on veut vérifier, ça paraît totalement normal, qui te transfère à la FTC, qui te donne des infos sur toi, tu dis bon, la FTC elle sait des infos sur moi, c'est normal, qui te transfère à la CIA en disant voilà, c'est un crime vraiment incroyable, tu vois, et tu dis. Alors que si dès le début la CIA avait dit bah envoie-nous 50 000, toi ça fonctionnerait pas. Ça fonctionnerait pas du tout, mais c'est un truc incrémental où en fait, tu vois, chaque étape semble pas absurde par rapport à la précédente, tu vois. Si tu devais être au téléphone à la CIA, peut-être qu'une autre personne du gouvernement t'a transféré et t'en arrives là. Après, moi je trouve ça, après $50 000, c'est forcément c'est assez énorme, mais je trouve que c'est quand même un niveau de sophistication. En plus, ils opèrent aux États-Unis du coup, parce qu'il y a une vraie voiture qui était là aux États-Unis, qui me paraît assez folle pour $50 000, toi. Faut quand même être très bon, toi. Tu dis, putain, tu utilises tes capacités-là pour faire d'autres business. Pour un moment risqué, c'est assez impressionnant. Il y a plusieurs personnes qui sont là, tu vois, qui se relayent. Ils ont pas mal d'informations sur elle. Enfin, ils ont clairement un dossier, tu vois. Ils savent qui elle est, son adresse, là où elle bosse. Ils savent même, tu vois, qu'elle va aller à Washington DC. Donc le mec il fait passe me voir à Langley. Donc il y a beaucoup de travail, c'est pas des amateurs. Il y a un vrai travail derrière. Et finalement, dernièrement, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est que tu sais, il y a les Big Five, les 5 grands traits de personnalité. Et il y en a un qui est agreeableness, c'est la capacité à pouvoir être un peu sympa avec les gens et tout. L'inverse étant une personne un peu têtue. Refuser le conflit, la personne qui refuse le conflit. Et je pense que dans ces situations-là, c'est une énorme faiblesse parce que elle pose les bonnes questions, en fait, elle a les bons réflexes de dire mais comment je sais que tu es vraiment un agent? Et le mec il fait ok, voilà mon badge. Et le truc c'est que quand une personne te dit ok, voilà mon badge, tu dis bon, peut-être c'est un vrai agent. Est-ce que j'ai envie d'être face à un vrai agent de la CIA et dire ok, je te crois pas en fait. Et elle est pas prête à prendre ce risque de dire je vais. Elle a peur de la honte sociale, enfin du problème social alors qu'elle peut perdre $50 000 en fait. Et tu vois que souvent, et c'est là où je pense que les gars sont. Enfin,
toutes les personnes qui sont impliquées sont des super forts en fait sur la personne parce qu'ils savent comment lui faire sentir que sa question elle est malvenue et que tu vois c'est pas la bonne question à poser et du coup elle n'ose pas follow-up sur la question alors qu'elle n'a pas eu une réponse qui est nécessairement super satisfaisante et c'est comme ça voilà que cette arnaque fonctionne. Effectivement le niveau d'opération et de sophistication est énorme. Et après là-dessus je pense que vu qu'on recommande à personne d'arnaquer les gens sur ce podcast, l'idée de cette section c'est plutôt aussi comment éviter de se faire arnaquer. Et en fait ça se rejoint en fait assez proche de ce que j'avais vécu avec l'histoire de la Fnac que j'ai raconté ici. Ouais. Où en fait t'as un peu les trois trucs, c'est il faut prendre une décision vraiment maintenant, genre il faut pas attendre demain c'est trop tard machin truc. Il y a l'aspect en fait où tu commences à dire ouais je vais en parler avec toi des entrepreneurs qui sont là non il faut t'es un gros toi c'est toi le CEO, faut prendre tes responsabilités. Donc un peu essayer de t'isoler des gens pour éviter que tu poses des questions parce que là ça te ramènerait un spectre plus normal. Et le troisième truc, c'est se positionner en sauveur en disant j'ai la solution, t'inquiète, t'as ce problème-là, je vais le résoudre pour toi. Forcément, moi, c'était beaucoup moindre, mais c'était un peu les mêmes mécanismes, quoi. Ce qui est assez intéressant. Et ce qui est intéressant, mais je pense aussi ça fonctionne pour les non-arnaques aussi, en fait. Quand tu veux vendre un produit ou un service, t'as exactement ces mêmes trois mécanismes qui fonctionnent. T'as, même Hormozy, on en parlait, je crois, dans des sales calls, quand une des objections souvent des gens qui disaient, ils vendaient, je crois, des programmes de sport. Faut que j'en parle à ma femme, par exemple. Et ils demandaient, est-ce que tu penses que ta femme, elle veut avoir un mari qui est en forme physiquement, ainsi de suite. Et en fait, il évitait qu'il puisse repousser comme ça la vente à plus tard, quoi. Donc c'est assez intéressant. Et si tu regardes l'histoire de Andrew Wilkinson dont j'avais parlé la dernière fois, où tu sais, le mec s'était inséré dans son business, était devenu CEO, c'est un peu le même truc en fait. Il dit, ok, c'est le bordel, il y a que moi qui vais pouvoir vous aider. L'occurrence, c'était encore plus fort parce qu'il faisait semblant de chercher d'autres candidats et il prenait que des gens nuls. Mais c'est vraiment cet élément où en fait, tu positionnes un problème qui est extrêmement fort et tu te positionnes comme la seule personne qui peut le résoudre. Voilà, c'était donc, dès que quelqu'un essaie de faire monter un peu vos niveaux de stress, c'est là qu'il faut prendre le monde, un peu prendre du recul et comprendre que ce qui est en train de se passer, quoi. Parce que là, en fait, si eux ils avaient fait cette arnaque, tu vois, sur une semaine, ça aurait jamais pu marcher. En fait. Non, parce que tu il y aurait trop de moyens pour réfléchir, pour en parler avec d'autres. Ou si on avait parlé à son mari, c'était fini aussi, parce qu'en fait, tu peux persuader une seule personne comme ça, tu peux pas persuader deux. Donc c'est pour ça qu'ils doivent le faire sur une journée, c'est intensif, ils ont 7 personnes et tout. Et je suis d'accord avec toi que habituellement, tu dis les arnaques, c'est des trucs très bas niveau. Et là, pour le coup, c'était un truc où tu dis, ils ont mis beaucoup d'efforts. Et la question, du coup, c'est pourquoi ils ont target cette personne. Est-ce qu'en gros, ils appellent des gens random en disant c'est Amazon et ils essayent de voir au téléphone comment la personne, si la personne panique directement, si la personne ne pose pas trop de questions, peut-être qu'ils la transfèrent, peut-être que sinon non, je sais pas comment. C'est-à-dire qu'ils ont quand même les informations de cette personne, peut-être qu'ils ont une base de données complète, effectivement ils peuvent faire des calls après call. Ils doivent avoir des trucs, tu vois, des bases de données sur le dark web, des personnes dont ils ont le nom, l'adresse, peut-être des informations sur leurs revenus et leur numéro de sécurité sociale, tu vois, ils ont quelques infos sur la personne. Après ils font peut-être quelques recherches sur internet, genre en l'occurrence ils savent qu'elle a un fils et tout, mais elle a aussi un Instagram public, donc son fils il est visible. Et en fait, tu t'attends pas à ce qu'un arnaqueur ait fait des recherches sur toi. En fait, c'est flippant de penser qu'une personne a fait des recherches sur toi avant de venir te parler et a toutes ces infos. Encore une fois, en plus, il lui donne toutes ces infos au moment où elle n'a pas encore compris pourquoi il faisait ça, toi. Donc ensuite, toi, tu te dis, qui se ferait chier à faire autant de recherches pour aucun gain, toi. Et c'est seulement que plus tard que le gain arrive et entre deux, elle les a plus ou moins validés. Exactement. Donc je pense que c'est vraiment bien conçu, quoi. Voilà. Donc j'en ai d'autres. Si ça plaît aux gens, vous pouvez écrire dans la section commentaires arnaque. On vous connaît, les petits sagouins. J'ai une liste pour cette section de trucs, d'arnaques intéressantes sur la psychologie. Tu veux terminer sur le débat pour ou contre le travail des enfants? D'abord l'anecdote. Ok, vas-y. L'anecdote, en plus, elle est toute récente. Elle vient d'arriver à la début de semaine. Bien fraîche, ok. Donc j'étais en Chine. Et pour du contexte, en Chine, en fait, on a des bureaux. On a un truc qui fait bureau, entrepôt. Et aussi, en fait, on a 2 lignes de production. Donc c'est plus ou moins une mini-usine dans le bureau, quoi. Ok. Et donc j'étais avec notamment nos 2 product designers en français, designers produits allemands. Et j'étais en train de travailler tranquillement et ils viennent me voir et me disent Paul, il y a une enfant qui travaille dans notre ligne d'assemblage. Moi je suis en train de dire mais non, les Asiates, parfois les Asiates ils vont un peu jeunes, toi. C'est juste ça. Et je dis c'est sûr qu'on a pourquoi on aurait des enfants, ça n'a aucun sens, c'est totalement débile, tu vois. Je dis si, viens voir. Je dis non, vous êtes vraiment débile. Mais je suis quand même tout le long je leur dis vous êtes vraiment trop con. Pourquoi on emploierait des enfants, toi, ça a zéro sens. J'arrive, je regarde, et là je commence un peu je regarde, putain, le retard de croissance, il est costaud là quand même. Là, effectivement, c'était une fille qui a l'air peut-être d'avoir 10, 11, 12 ans, tu vois, par là. Et là, j'ai vu un peu ma vie défiler, tu vois. J'ai vu l'article du Monde titré Paul du podcast à succès Le Trilliard, entre guillemets, 1200 abonnés.
en plus de pas savoir articuler, il exploite les enfants, quoi. Et je me suis dit, putain, c'est fini, quoi. C'est connu pour ses propos controversés sur les autistes et les psychologues. Il a récidivé. Putain, ça fait trop de dossiers. C'est sûr, ça va mal se passer. Et donc, j'appelle l'office manager, enfin, la fille en Chine qui gère un peu le bureau. Et je lui demande pourquoi on a une enfant sur une ligne de production, tu vois. Et pendant ce temps, en plus, elle comprend rien ce qui se passe. Elle me regarde, genre. Et elle me dit, en fait, c'est la fille d'un de nos ingénieurs. Et elle a 2 filles d'ailleurs qui travaillent là dans la ligne de production. Et en fait, elles sont là toutes les 2 pour une semaine, pour travailler pendant une semaine, toi. Et sur le papier, j'étais ouais, bon, on coupe ça, toi. C'est mort, c'est pas bon, il faut pas le faire. Et après, j'en ai discuté un peu avec eux, c'est pas illégal en Chine. Et c'est assez standard, en fait. Et en réfléchissant, j'étais vraiment, putain, 11 ans, c'est. Parce que l'autre a 15 ans, toi. 15 ans, tu dis, bizarrement, ça va, tu vois. 11 ans, t'es là, ça fait un peu trop jeune. Mais je pense que la raison pour laquelle on a un peu cette réaction, tu me diras ce que tu en penses, cette réaction un peu viscérale, je pense, par rapport au travail pour enfants, c'est qu'on imagine que c'est associé à une déscolarisation, toi. Ok, si tu travailles jeune, toi, on t'imagine quelqu'un qui travaille dans les champs ou dans les mines de charbon, ouais. Toi. Donc là, c'est juste, elle travaille littéralement juste une semaine, toi. De son plein gré, c'est elle qui voulait le faire, pourquoi pas. Et un autre truc auquel j'ai pensé, c'est qu'en fait, et ça a été le cas pour moi, et je pense que ça a été le cas pour toi aussi avec certains de tes stages, c'est que c'est quand même ça a beaucoup de valeur de faire différentes expériences professionnelles assez tôt. Et même Charlie Munger en parle, Warren Buffett, eux, ils travaillaient à 9, 10, 11 ans en tant que caissier dans le truc de son grand-père, la boutique de son grand-père. C'est un truc récurrent que tu entends beaucoup. Des gens qui ont, soit ça les a amenés vers quelque chose en disant c'est ça que je veux faire en fait. Ouais. J'ai découvert mon truc. Donc tu as Warren Buffett je crois qu'il était caddie pour un truc de golf, ou c'est Charlie Munger, un des deux. Et en fait, les adultes parlaient de la bourse. Donc c'est là qu'il a chopé le truc, quoi. Il a dit c'est intéressant. Soit au contraire, c'est un peu repoussoir, toi. Et moi, ça a été le cas. Quand j'ai travaillé général, je me dis c'est ça que je veux éviter en fait. C'est une autre direction. Et qu'au contraire, ce serait peut-être assez sain, tu vois, qu'au final, à partir de 11-12 ans, tu fasses 1 à 2 semaines chaque année, en été, dans des boulots un peu quelconques, pour voir ce que t'aimes pas, ce qui te parle. Parce que même si tu peux te dire, bon, travailler dans la ligne de production, c'est pas très intéressant, mais aller en contact avec le milieu professionnel plus large. Et tu vois des gens que tu n'aurais pas vu dans ta vie quotidienne, en fait. Ouais. Parce que, tu vois, dans ton milieu social, etc., tu es un peu que des gens qui font la même chose. Moi, je me souviens quand j'avais... du coup, c'était un peu bizarre. À l'ESSEC, au départ, ils t'envoient travailler un peu avec le peuple, tu vois. Ouais. Tu rentres à l'ESSEC et ils font « Ah, vas-y, va faire un stage. Tu peux travailler genre chez Auchan et, tu vois, et remplir les rayons et tout. Okay. Et moi, j'étais à la poste, on était dans un centre de tri. C'est assez bizarre, c'est une espèce d'usine, mais en fait, tu tries des lettres. Et d'ailleurs, parfois, t'as une machine qui trie. Et parfois, il prend une lettre et la déchiquette. Et t'es assez perdu. T'arrêtes la machine, tu prends la lettre, tu la... Tu sais pourquoi Tata Yvonne, elle a pas reçu sa carte postale. C'était beaucoup, mais c'est beaucoup les trucs les magazines sous blister et tout. Okay. Tu as le papier. En fait, quand ça passe dans les sangles, ça chauffe, ça s'accroche, et là, le truc, il explose. La machine, il y a une lumière, t'ouvres, tu retires toute la merde, tu fermes et tu balances. Mais même à l'époque où j'étais à la poste, je pense que 95% du volume, c'était des communications commerciales et publicitaires. Okay. D'ailleurs, généralement, il y a une petite station où tu dois lire les cartes postales à la main pour les adresses, si elles sont écrites à la main et que la machine ne peut pas les lire. Et donc, tu peux lire la carte postale des gens, ça c'est intéressant. Où ils sont allés. Et après, tu dois les trier en fonction du département. Enfin bref, c'est une station de tri. Et dans ce truc-là, en fait, tu parles à des gens. Tu vois, il y avait des gens à peu près qui avaient mon âge. Mais juste leur trajectoire était différente. Moi, je venais de rentrer à l'ESSEC, j'avais fait prépa et tout. Ouais. Et là, c'était des gens qui disaient, moi, mon travail, c'est je travaille dans ce truc à la poste, tu vois. Et il y avait un côté où tu te sentais un peu bizarre parce que t'étais vraiment un touriste, tu vois. Tu te demandes comment les gens, ils voient les 2 petits mecs de l'ESSEC qui arrivent dans leur station de tri. Après, ils étaient sympas avec nous, tu vois. Mais pour eux, on est un peu en touriste. Mais d'un autre côté, tu vois, c'est une expérience dont je me souviens encore que j'aurais pas fait sinon. Et pour assez peu de temps de vie en réalité, tu vois. Ouais. Là, en une semaine, elle saura à quoi ce boulot ressemble, et un peu de ses expériences toute sa vie. Si t'es chinois, ton père est ingénieur, ça peut être pas mal de savoir vraiment à quoi ça ressemble une usine, tu vois. D'avoir passé du temps dedans et tout, je pense que ça a vraiment la valeur. Est-ce que tu feras travailler tes enfants dans ton propre business ? C'était un peu la question du coup. Bon, le plus grand a 3 ans, donc on va rester calme. Mais même là, je pense mon prochain trip en Chine, je vais le prendre avec moi, juste pour qu'il voit un peu comme c'est. Il va rien faire dans les faits. Je vois pas. Faut que je réfléchisse. Il y a peut-être un truc qu'il peut faire quand même. Il faut que je réfléchisse. Mais je pense assez. Il peut peut-être boire avec les fournisseurs. C'est ça. C'est lui qui apprend les shots. Je le sacrifie. Mais je pense qu'il y a un peu l'aspect vraiment travail, et puis l'aspect en fait responsabiliser les enfants en fait. Peu importe si c'est un vrai travail ou pas, leur donner des trucs à faire, ils kiffent ça, et en fait créer cette dynamique assez tôt. Je pense que ça vaut le coup, et considérer qu'ils sont entre guillemets plus vieux qu'ils sont vraiment, toi. Pas leur laisser un peu, en fait, voir jusqu'où ils peuvent aller en termes de responsabilité et ce qu'ils sont capables de faire, plutôt que de base dire il a seulement tel âge, donc ça c'est pas pour lui quoi. Donc ce serait un peu mon approche, je pense.
Et un dernier truc aussi sur les lignes d'assemblage, parce que toi, t'en as jamais vu de ta vie, je pense, non? De lignes de production? Non. Et en fait, tu te rends compte que c'est assez fou parce qu'en fait, la plupart des gens, on dit souvent il faut aller voir aller dans les fermes pour voir comment les légumes sont faits. Non, c'est traire les vaches, comment traire les vaches plutôt. Okay. Mais voir. Par contre, j'ai déjà traité des vaches. T'as déjà traité des vaches, moi aussi, pareil, à 5-6 ans. Je suis un mec du peuple. C'est ça. Je sais ce que c'est. Mais par contre, la plupart des gens n'ont aucune idée de comment sont créés les produits en fait. Et notamment la ligne d'assemblage, je pense que les gens ont une vision assez négative, qui est en partie justifiée, en partie injustifiée. La partie justifiée, c'est que c'est assez aliénant comme boulot, parce que dans les faits, tu es là et tu fais la même action 8-9 heures par jour, toi. Donc c'est très très chiant, toi. Par contre, je pense que les gens s'imaginent un peu le truc de Ford à l'époque où c'est un gros rythme, il faut suivre et ainsi de suite. En réalité, généralement, tu es assez surpris, le rythme est plutôt lent, tu vois. C'est pas très énervé. Et il y a eu un gros shift en Chine sur les dernières années. Et je pense aussi à cause du mouvement démographique et le fait que la Chine s'enrichisse, c'est que c'est de plus en plus dur pour retrouver des ouvriers, enfin des gens pour travailler dans la ligne de production. Donc les salaires ont quasiment doublé, je pense peut-être 80% en 10 ans. Et aussi, en fait, maintenant, beaucoup d'ouvriers changent d'usine tous les 6 mois, tous les 1 an. Dès qu'ils ont de meilleures conditions, ils partent. Alors qu'avant, c'était pas la même dynamique. Donc voilà, c'est pour donner un peu un aperçu d'à quoi ça ressemble, cette ligne de production. Par contre, ce qui me bute à chaque fois, c'est qu'ils ont toujours des tabourets de merde. Notamment, il y en a certains, ils ont des tabourets, genre comment dire, bancal. Tout le monde devrait avoir une chaise Herman Miller. Non, ce serait pas de dire un truc un peu économique. Mais surtout, en fait, t'as un tabouret bancal, et littéralement, tu sais, par exemple, ils vont devoir prendre un truc là, et puis le mettre là. Et toute la journée, c'est bancal. Moi, je me deviendrais fou. Au moins, même pour moi-même, je corrige le truc. Et ils sont là pendant 10 heures par jour, et ils sont capables d'accepter ça sans vraiment réfléchir. Par contre, ouais, c'est un peu le même phénomène que toi, je pense, t'avais à la Poste. C'était assez violent, notamment quand j'y suis allé en Chine pour la première fois à 22-23 ans. Effectivement, tu vois des gens de ton âge, ça va être leur vie entière, ça va être ça. Mais en même temps, c'est dur. En réalité, tu sais pas à quel point ils sont malheureux ou heureux, ça, en fait. Tant que t'es pas dans leur tête, tu sais pas si ça leur convient ou pas. Si c'est mieux que les autres alternatives. Donc, ouais, je pense que c'est pas. Ça dépend s'ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à voir les gens à Dubaï, quoi. Mais après, ils peuvent pas être sur Instagram, je pense. Non, pendant qu'ils travaillent, non. Ils peuvent... Non, mais je veux dire, de base, en Chine, ils ont pas accès. Non, ils ont accès à Douyin, qui est la bonne propagande chinoise. Vraiment, le truc, c'est par rapport à qui est-ce que tu te compares. C'est question des attentes, toi. Ouais. Je pense que si tu te compares par rapport à tes grands-parents et qui sont morts pendant la famine de Mao, tu dis, ouais, finalement, c'est pas mal, tu vois. Si tu te compares par rapport aux réseaux sociaux et tu vois les gens qui ont pas réussi, bah c'est pareil que pour tout le monde. Tu vois. Je pense vraiment que c'est un... Mais par contre, ce qui va se passer, je pense, c'est actuellement le parti communiste chinois est très populaire parce qu'il y a encore une grosse partie de la population qui se souvient d'avant, en fait. Ouais. Effectivement, c'était la merde. La famine, encore, je crois, les années 90, tu as encore quelques famines en Chine, toi. Et au fur et à mesure, bah, forcément, cette génération, elle va finir par disparaître. Et là, tu n'auras plus les gens qui ont vécu ça. Et ils vont plus avoir la même reconnaissance, je pense, auprès du gouvernement. Même c'est pareil pour nous. Hein. Moi, je parle à mes grands-parents. Mon grand-père, il était en mode, vas-y, on va sur la voie de chemin de fer, on va regarder s'il n'y a pas des bouts de charbon qui sont tombés du train. C'est comme ça qu'on chauffe la maison. C'est quand même, ouais, c'est notre époque, tu vois. Enfin, tous tes problèmes en comparaison, ils sont tout petits, tu vois. Totalement, ouais. Et c'est vrai que même nous, nos enfants, tu vois, par rapport à nous, par rapport aux grands-parents, ils savent plus trop ce que c'est les vrais problèmes et du coup leurs problèmes ont l'air plus concrets. Alors que moi, je pouvais parler à mes grands-parents de que quand eux ils avaient mon âge et voir qu'il y a une vraie différence. Ouais, mais par rapport à mes parents, il n'y a pas une différence tant que ça. Enfin, on est juste sur le web, on n'a pas besoin d'aller au bureau et tout, mais c'est pas comme si... Moi, je trouve intéressant que tu peux commencer à travailler maintenant à 28, 29 ans, tu fais ton doctorat ou je sais pas quoi, des études allongées, et c'est assez fou que tu commences à travailler à 29 ans, toi. Littéralement 25 ans d'études pour préparer à travailler ensuite. C'est assez fou quand tu penses ça. Et genre, tu vois, mes grands-parents, ils ont travaillé à 13-14 ans. Et, du coup, ils ont pris la retraite assez jeune, mais ils ont eu pas mal de en même temps, c'est assez logique, toi. Tu vois, voilà. Et mon grand-père, une anecdote, mon grand-père travaillait dans des usines, il était menuisier, tu vois. Mm-hmm. Et apparemment, les mecs picolaient pas mal. Et il me dit, quand je suis parti à la retraite, ils m'ont fait mettre mes mains comme ça. J'étais le seul mec qui part à sa retraite avec ses 10 doigts. Okay. Parce que les conditions à l'époque, tu vois, les mecs picolaient apparemment. Et tu travailles sur des machines avec des scies et tout pour faire en fait tes 50 ans de carrière. Je sais pas, 50 ans, mais t'as des 40 ans. Dizaines de billets d'occasion de te couper un doigt, quoi. Sans te couper les doigts. Voilà, il champion. Il était carré. Comme quoi, youtubeur, il y a moins de risques. Il y a moins de risques, hein, il y a moins de risques. C'est peut-être que je ferais 50 ans de carrière sans me faire cancel, tu vois, et je me dirais voilà. C'est l'équivalent, ça, c'est l'équivalent moderne. J'ai survécu, j'ai jamais dit une merde, contrairement à Paul
qui a insulté les autistes et qui fait travailler les enfants. Moi, j'ai réussi à rester suffisamment clean. Sur ce, c'est la fin de l'épisode. On a fait le pacte du sang du trilliardaire, je crois que c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Ce qu'on cherche à faire sur le podcast, c'est être écouté par des gens qui sont cool et qui sont un peu dans la même mentalité que nous. La meilleure manière pour vous de nous aider à faire ça et de nous encourager à continuer, simplement si vous avez un pote ou une pote, ou un frère ou un sœur ou un chien ou un enfant de 11 ans qui pourrait kiffer ce podcast. On aime beaucoup les chiens parce que comme ça, tu lances un autoplay tous les épisodes. Ou les chiens, c'est parfait quoi. Un chien, un chat, une tortue, c'est pas mal aussi. Ça dure longtemps. Vous leur envoyez le lien d'un épisode, de votre épisode préféré. Et ça nous aidera. C'est notre récompense pour avoir fait ce podcast. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. À la prochaine.